Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ensemble pour environ 45 minutes pour partager au sujet de 10 conseils de prise de parole en public. Nous n'allons pas entrer dans les fondamentaux de la prise de parole en public, nous irons directement au conseil puisque je suppose que parmi vous, vous êtes déjà confrontés à la prise de parole en public, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine ecclésiastique ou que ce soit même dans le domaine scolaire, si vous êtes un étudiant ou si vous êtes un élève. Donc nous allons aller droit au conseil et sur les fondamentaux, la prise de parole en public de façon plus structurée, nous pourrons proposer plus tard une session, peut-être payante, à ce sujet. Nous voici au deuxième slide, un aperçu du formateur. Je sais que parmi vous, beaucoup me connaissent déjà et certains vont découvrir certaines de mes casquettes, mais beaucoup me connaissent déjà du moment où je communique assez souvent sur les réseaux sociaux, sur l'essentiel de ce que je fais. Donc, de façon générale, je n'ai pas tout mis en tout cas, mais j'ai mis juste ce qui peut être pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, je suis Narcisse Kiwari, à la tête de NK Consulting et Services. Je suis solopreneur, formateur et conférencier. Je suis traducteur-interprète. Bon, parlons d'abord de mon caractère formateur et conférencier. J'ai participé à plusieurs conférences et aussi j'ai donné plusieurs formations dans des écoles et dans des instituts supérieurs aussi. Et voilà, sur plusieurs thèmes qui vont du leadership à la gestion de projets et aux soft skills, toujours, public speaking, et que nous faisons aujourd'hui, et aussi un peu d'Excel. Je suis fait Excel avancé essentiellement. Donc je suis également traducteur et interprète. Donc dans ce cas-là, j'ai exercé aussi depuis, on va dire, 3 à 4 ans par là, sinon un peu plus, mais de façon vraiment structurée, sérieuse. Ça fait 3 à 4 ans que j'ai commencé à le faire, pas de façon continue, hein. Donc je l'ai fait et donc c'est très intéressant, c'est très passionnant. Interprète et traducteur du français à l'anglais et de l'anglais au français, vice-versa. Je suis également maître de cérémonie, oui, et consultant en services financiers. Je le tiens de mon parcours professionnel en tant que gestionnaire de l'activité Western Union dans une banque de la place pendant plusieurs années quand même. Et je suis administrateur de la branche francophone de l'école virtuelle Mogi GLS. Mogi GLS, certains ont vu déjà sur les réseaux sociaux beaucoup de publications. C'est une école qui a été initiée par un Nigérian, Michael Oladipo, qui vise à former les jeunes ou les personnes qui s'intéressent donc dans les domaines du leadership, le domaine du business et de l'impact. Donc je me suis porté volontaire pour animer la version francophone de cette institution. Donc nous avons travaillé à traduire les différents supports tant en voix qu'en écrit. Donc c'est très passionnant. Je vous encourage, quand vous le pourrez, à rejoindre également cette institution virtuelle qui, je le dis, c'est grâce un peu à cette structure que j'ai pu gagner en confiance et trouver aussi le modèle pour pouvoir donner des formations en ligne. Je suis YALI Alumni, Young African Leaders Initiative, qui est un programme de leadership de l'ancien président américain Barack Obama. Donc j'ai participé en 2017 et l'année suivante, j'ai été désigné, voté au conseil consultatif sous-régional de l'Afrique de l'Est pour jouer un peu les interfaces entre les bénéficiaires de la bourse et puis les institutions américaines et leurs institutions locales pour des activités de suivi après la bourse. Donc je suis Toastmasters International également, Toastmasters International qui est une organisation américaine toujours, qui est axée sur la prise de parole en public et le leadership. Donc il y a comme ça plusieurs clubs dans le monde et les gens se retrouvent pour s'exercer, pour apprendre en fait la prise de parole en public. Voilà donc sommairement qui est Narcisse. Je vous ai épargné certains chapitres de ma vie, mais dans les questions je pourrais répondre le cas échéant. Nous passons au slide suivant. Voilà, plaçons maintenant le contexte. Pourquoi 10 conseils de prise de parole en public? Parce que beaucoup de personnes
se trouvent très mal à l'aise lorsqu'il faut prendre la parole en public, se retrouvent stressés ou se perdent dans leur façon de communiquer, ne savent pas communiquer, confondent les styles ou n'ont pas de but précis dans leur communication. En tout cas, il est naturel et même bénéfique de ressentir de la nervosité avant de prononcer un discours, mais trop de nervosité peut être préjudiciable. Voici donc 10 conseils éprouvés sur la façon de contrôler vos papillons et de donner de meilleures présentations. Je rappelle qu'il s'agit de conseils et non de formation et non de guidelines. Ce sont des choses que j'ai éprouvées moi-même, que d'autres aussi ont éprouvées, et nous allons parler de choses pratiques, pas de théorie simplement. Nous passons donc au slide suivant. Donc, pour le premier conseil, connaissez votre contenu. Lorsque vous devez vous adresser à des gens, vous devez connaître votre contenu. Et qu'est-ce qui va justifier le fait que vous puissiez connaître votre contenu et maîtriser votre contenu? C'est d'abord que vous manifestiez de l'intérêt par rapport à ce contenu, que ce contenu puisse vous intéresser, que le support puisse vous intéresser, que le sujet que vous allez aborder puisse d'abord vous intéresser. Alors vous pourrez bien communiquer sur ce sujet. Il est aussi important d'en savoir plus que ce que vous dites, plus que ce que vous allez en dire pendant le discours. Il y a souvent une phase très délicate à la fin des discours, à la fin des formations. C'est la phase de questions-réponses. Dans les questions, les étudiants ou votre audience peut vous poser des questions sur des choses que vous n'avez pas abordées pendant votre discours. Et si vous avez commis la maladresse de ne pas suffisamment vous cultiver, vous informer par rapport à ce que vous allez donner, vous pourrez vous retrouver bloqué pendant les questions-réponses. Également, vous ne commettrez pas la maladresse de déverser alors 100% de tout ce que vous connaissez sur le sujet, sachant que vous allez avoir des questions-réponses à la fin. Ça, c'est une petite astuce. Donc, essayez d'être synthétique, d'être bref dans ce que vous allez à dire et aller droit au but. Utilisez également de l'humour, en tout cas des histoires personnelles et aussi le langage conversationnel. De cette façon, vous n'oublierez pas facilement ce que vous aurez à dire. L'humour détend un peu, l'humour peut aussi attirer l'attention. Quelqu'un peut être distrait, mais lorsque vous lui faites une petite blague, contextuelle en tout cas, sans exagérer, la personne peut revenir à elle et vous accorder à nouveau son attention. Les histoires personnelles permettent à votre audience de vous connecter avec vous. Dans les discours, dans la prise de parole en public, il ne s'agit pas d'un monologue. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient parler de lui. Il s'agit d'abord de votre auditoire. Votre auditoire doit se connecter à vous. Et pour se connecter, les histoires personnelles permettent aux gens effectivement de s'identifier à votre histoire, s'identifier à ce que vous avez expérimenté. Et à ce moment-là, ils pourront vous accorder plus de crédit, vous accorder plus d'attention parce que oui, elle s'identifie à vous. Je pense à quelqu'un, par exemple, si vous êtes une dame, vous avez commis ou vous avez été victime de viol dans votre jeunesse, vous avez été brutalisé et qu'aujourd'hui vous avez pu vous reconstruire grâce à votre foi, grâce au mentor, grâce à l'amour que les gens, vos amis vous donnent aujourd'hui. Mais lorsque vous allez vous tenir devant des personnes et déjà en donnant votre histoire personnelle, les gens vont s'identifier, les gens seront curieux de voir ou plutôt d'écouter votre parcours, d'écouter ce que vous avez fait pour sortir de cette prison de culpabilité aussi et de dégoût de soi, parce que c'est ce qui arrive souvent pour les personnes qui ont été abusées. Donc voilà, les histoires personnelles permettent de se connecter avec son audience. Il y a le langage conversationnel qui est aussi très important. Un peu comme je fais maintenant, je ne suis pas en train de faire comme une lecture formelle. Non, pendant que je vous partage ces données, j'emploie un langage conversationnel, comme si je parlais. Je parle normalement, sans jouer à l'intéressant, sans singer, comme on dit entre guillemets chez nous. Je ne fais pas l'intéressant, quoi. Non, j'emploie un langage conversationnel pour faciliter le contact et faciliter également la communication de ce que j'ai à dire. Donc voilà, de façon brève, notre premier conseil concernant la prise de parole en public, c'est de connaître notre contenu
Et la meilleure façon de connaître le contenu, c'est d'abord de trouver un sujet qui vous intéresse. Ensuite, que vous puissiez employer un peu d'humour parfois dans votre discours. N'oubliez pas d'apprendre, de suffisamment vous documenter, vous cultiver par rapport à votre sujet et aussi de parler des histoires personnelles pour permettre à votre audience de se connecter à vous. N'oubliez pas non plus d'employer un langage conversationnel de façon à ce que votre auditoire, votre audience puisse mieux s'identifier à vous et être plus intéressé à vous. Nous passons au slide suivant qui parle donc du conseil numéro 2. Alors, le deuxième conseil sur la prise de parole en public, et qui n'est pas des moindres aussi, c'est la pratique et l'entraînement. Il nous est demandé de pratiquer, de nous entraîner encore et encore. En effet, vous devez répéter à haute voix avec tout l'équipement que vous prévoyez utiliser. Si vous devez faire un discours dans une salle, être maître de cérémonie, prenez le temps, trouvez le moyen de vous rendre dans la salle et de parler à haute voix, d'essayer les instruments que vous avez. Mais si ce n'est pas possible, enfermez-vous simplement dans votre chambre, trouvez un endroit où vous pourrez parler librement sans vous sentir frustré, sans vous sentir agressé. Révisez aussi au besoin. Une vérité que je n'aime pas m'accrocher au papier. C'est toujours pénible pour moi de voir à la télé comment certains officiels lisent de façon assidue des papiers. C'est très très pénible en tout cas. Et parfois il suffira qu'un seul papier se perde et voilà, la personne est totalement perdue, elle perd le fil de ses idées. Alors qu'il y a des méthodologies. Chez Toastmasters, il y a des méthodologies qui vous permettent de garder, de mémoriser votre speech, d'avoir comme une structure, un squelette de votre speech dans votre tête. Et alors que vous avancez, vous savez ce que vous devez dire. Et vous parlez en employant des termes naturels, spontanés, et c'est beaucoup plus naturel vis-à-vis de votre audience. Je suis d'accord, par rapport aux audiences, par rapport aux circonstances, il faudra adopter une attitude soit solennelle, là vous devrez certainement lire, ou bien une attitude beaucoup plus conviviale. Si vous êtes maître de cérémonie d'un mariage, si vous êtes maître de cérémonie d'un événement, d'une compétition, vous n'allez pas avoir le papier en main, vous devez être dans une attitude conversationnelle avec votre auditoire, avec votre audience, et c'est très important de le faire. Travaillez aussi à contrôler les mots de remplissage. En anglais, on les appelle les filler words. Pour ceux qui ont fait attention, de mon côté, j'emploie souvent le « Chez certaines personnes, c'est très évident. Le Congo, la frange, donc, ou bien d'autres pourront dire « n'est-ce pas ». Chaque fois qu'ils terminent une phrase, ils disent « n'est-ce pas ». En fait, quand ils disent « n'est-ce pas », ils n'attendent pas une réponse de vous. C'est un tic, c'est un mot de remplissage, c'est un filler words. Ça peut être une autre expression de votre côté. Alors, donc, peut-être, je ne sais pas. Voilà, des mots qui viennent polluer parfois la communication. Essayons de veiller à cela. Chez Toastmasters, il y a un exercice vraiment amusant. On l'appelle the aha counter. En français, je ne sais pas comment on le dit, les compteurs de soupirs, de aha. Donc, ils vont te dire combien de fois tu emploies le mot Ou bien si on a identifié ton filler words, on va le compter le nombre de fois. Et quand on vous donne ce rapport à la fin de votre speech, ça vous rend plus conscient de votre tic. Et quand vous parlez en conscience de cause et vous combattez cela, quoi. Et c'est très bien. Et ça peut que se faire par la pratique. Pratiquez. Quand vous sentez que vous êtes à court des idées, faites une pause et respirez. Pour ceux qui sont aussi attentifs, ils remarqueront que je fais souvent des pauses. Il y a parfois des légers temps morts, mais c'est un petit temps de repli. Peut-être que je cherche un peu les idées, je réfléchis, je fais une pause et je reviens avec une idée beaucoup plus construite. Entraînez-vous avec une minuterie et prévoyez du temps pour les imprévus. Travaillez avec une minuterie, c'est-à-dire essayez de se donner une limite. Pour les elevator pitch, on vous donne 30 secondes et vous devez pouvoir vous présenter votre structure, séduire un investisseur, tout cela en 30 secondes, la durée du parcours dans un ascenseur.
Et donc ça, c'est un exercice aussi qui en vaut la peine. On va vous inviter dans un panel, vous devez vous adresser devant des gens. Vous devez déjà avoir une idée que je prendrai 3-4 minutes pour dire ci ou ça. J'aurai besoin de 15 minutes pour parler. Ne vous dites jamais que lorsqu'on vous donne la parole, vous pouvez monopoliser la parole comme vous voulez. Vous pouvez devenir très désagréable pour votre auditoire. Donc soyez conscient aussi de la notion de temps. Donc pour récapituler, dans la pratique, nous devons répéter à haute voix. Nous devons réviser au besoin. Si nous écrivons notre speech, nous devons le réviser et aussi nous arranger à mémoriser les grandes lignes ou les points principaux pour nous aider dans la structure du message. Travailler à contrôler les mots de remplissage, les filler words, ces tics qui viennent polluer notre communication. Pratiquer aussi à faire des pauses, à respirer et vous aider à réfléchir et à rebondir avec des idées plus construites. Alors n'oublions pas la minuterie. Retrouvons-nous dans l'audio suivante pour le 3e conseil. Nous passons donc au conseil 3, au 3e conseil qui est de connaître notre auditoire. On dit clairement ici, connaissez votre auditoire. Accueillez certains membres de l'auditoire à leur arrivée. C'est plus facile de parler à un groupe d'amis qu'à des étrangers. C'est vrai que les circonstances ne se ressembleront pas toujours, mais la place de la connaissance de l'auditoire est sans appel. Il est important de connaître son auditoire. Il est possible que vous soyez devant des collégiens, devant des lycéens, devant des étudiants, devant des filles mères, pourquoi pas, devant des hommes de foi, devant des serviteurs de Dieu, devant des enseignants. Bref, l'auditoire peut changer à tout moment. Mais il est important pour vous de bien distinguer cet auditoire. Vous ne parlerez par exemple pas de la même manière que vous parlez à vos membres d'église qu'à vos collaborateurs au service. Supposons que vous êtes également un DG quelque part. Vous avez les 2 casquettes. Donc c'est important d'analyser l'audience. Souvenez-vous que la prise de parole en public, ce n'est pas au sujet de vous. Il ne s'agit pas avant tout de faire du one-man show ou consort. C'est d'abord l'audience qui est importante, l'auditoire. Même celui qui vient faire du one-man show ou du stand-up, son pouls, son thermomètre, c'est la réaction du public. Il doit pouvoir dire des choses qui intéressent le public. Mais pour intéresser ce public, il faut le connaître. Il faut connaître sa psychologie, par exemple. Il faut avoir une idée de la démographie du public qui est avec nous. Quelle est leur tranche d'âge? Quel est leur genre? On peut dire si on a plus d'hommes ou de femmes. Quelle est leur religion? Est-ce que nous avons affaire à un peuple de musulmans? Est-ce que nous avons affaire à un peuple de chrétiens? Est-ce que nous avons affaire à un peuple de gens extrémistes? Qu'est-ce que je peux dire? La connaissance de ton auditoire, de votre auditoire, va déterminer la teneur de votre message. Quel est le groupe racial devant qui vous parlez? Est-ce que si j'emploie des expressions comme des nègres ou bien simplement des mundélés, est-ce que c'est des expressions qui vont résonner dans le groupe, plutôt dans le mental de ceux qui seront avec moi? Il est important de connaître également la disposition, les dispositions, la situation de votre audience. Si vous avez affaire à un peuple, à une audience de personnes, je ne veux pas dire nécessiteuses, mais des personnes de conditions modestes, mais vous allez faire attention aux expressions employées. Je prends un exemple. J'étais une fois, comme ça, je m'étais retrouvé au milieu d'une conversation entre 2 personnes qui parlaient des choses qui étaient littéralement hors de ma portée. Ils parlaient de billets première classe et tout, voyager avec toute leur famille, aller aux États-Unis. Non, mais quel est le meilleur choix? Faire d'abord escale à Francfort ou bien à Dublin avant de faire le vol et tout. Bon, c'est vrai que j'étais allé aux États-Unis une fois, mais bon, c'était dans des conditions spécifiques. Mais aujourd'hui, présentement, je ne peux pas me permettre cela. C'est encore un luxe pour moi. Et donc, je m'étais retrouvé dans cette conversation et les gars parlaient. Pourtant, je ne disais pas mot. J'étais là sans être là, mais ils ont continué à parler sans tenir compte de ma présence. Donc c'est ça, quand vous parlez, tenez compte des personnes avec qui vous êtes. S'il y a un qui se sent lésé, parfois essayez de réajuster ce que vous avez à dire afin que tout le monde se sente impliqué, tout le monde se sente partie prenante. Donc ça appelle à l'adaptation de votre speech
de votre discours par rapport à votre audience. J'ai partagé un thème sur un thème, les 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent. J'ai partagé ce message, ce talk avec des collégiens, avec des lycéens. Je l'ai partagé aussi avec des filles mères. J'étais invité une fois ici à Brazzaville, à Bas-Congo. J'avais en face de moi des filles mères, elles sont des entrepreneurs quelque part, hein, celles qui vendent un peu dans la ville. Donc, j'ai partagé avec elles ces pratiques, ces habitudes, la proactivité, penser gagnant-gagnant, essayer de chercher à comprendre l'autre avant de répondre, aiguiser sa scie, c'est-à-dire se renouveler. J'ai partagé tous ces principes qui s'appliquent aussi à leur domaine respectif. Et c'était très, très, très passionnant. Donc voilà pour le 3e conseil. Rappelez-vous que vous devez connaître votre auditoire. Faites des recherches sur votre auditoire avant de vous présenter devant lui. Sachez à qui vous avez affaire. Connaissant cela, vous serez capable de réadapter votre message et pourquoi pas d'introduire d'autres éléments pour agrémenter, pour pimenter ce que vous avez à partager. Retrouvons-nous dans le prochain audio. Alors, le 4e conseil de nos 10 conseils en prise de parole en public, il y a le fait de connaître la pièce, connaître l'auditorium, pas l'auditoire, mais l'auditorium, la salle que nous allons utiliser. C'est important de la connaître. Et là, ça suppose que vous devez peut-être visiter cette salle la veille ou bien venir beaucoup plus tôt pour mieux vous accommoder, pour mieux prendre possession, entre guillemets, de la salle. Il y aura peut-être des microphones, il y aura des aides visuelles, il y aura des projections, des slides. C'est l'occasion d'essayer les instruments, d'essayer tout ce qui est là avant que les gens arrivent. Ce n'est pas agréable lorsqu'on arrive à des événements que, à l'heure indiquée, nous voyons les techniciens commencer à vérifier le micro, commencer à vérifier les slides. Vraiment, c'est quelque chose qui est très très gênant, qui est désagréable. Et c'est un peu lié à la fameuse heure africaine. Au passage, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos sur YouTube, l'heure africaine n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Tout ce qui existe, c'est l'heure universelle. L'heure universelle, elle peut être soit GMT plus 1, GMT plus 2, GMT moins 1, moins 2, mais il y a une seule heure qui est universelle. Si ici il est, 23 heures, et que pendant que je vous parle, je m'apprête à aller dormir, il y a quelque part sous un autre ciel des gens qui se réveillent, il est 6 heures, personne d'entre nous n'est en retard par rapport à l'autre. C'est vrai, de façon conjoncturelle, ils pourront voir le jour avant moi, mais dans les faits, ils ne sont pas en avance par rapport à moi et moi je ne suis pas en retard par rapport à eux. Je suis dans mon fuseau horaire et ils sont dans le leur. Voilà, donc c'est une parenthèse juste concernant le besoin de la ponctualité et le fait que nous devons extirper de notre mental la fameuse heure africaine. Donnons l'exemple, soyons des gens ponctuels, respectons le temps. Les anglophones disent que time is money. Donc, et dans leurs expressions, ils emploient par exemple les phrases comme you spend your time on learning. How do you spend your time day to day? Comment dépenses-tu ton temps, s'il faut traduire littéralement. Voilà. Donc, pour eux, le temps, c'est une commodité, c'est un médium, c'est une monnaie d'échange. Donc, vous avez par exemple, vous, choisi de consacrer ce temps pour participer à cette classe. En quelque sorte, vous dépensez votre temps pour participer à cette classe afin d'obtenir des connaissances supplémentaires. Voilà, donc je vous encourage à cela. C'était une parenthèse sur le temps. Nous revenons sur le conseil 4 qui est donc celui de connaître la pièce. C'est important de connaître la pièce, de prendre possession de l'environnement. Vous voyez, si vous arrivez un peu plus tôt, vous pouvez vous rendre compte par exemple que le rétroprojecteur ne fonctionne pas et que pour votre présentation, vous devriez trouver une autre alternative. Peut-être photocopier vos supports et les distribuer, ou peut-être utiliser un tableau, ou tout autre moyen pour que votre communication soit digeste, puisse passer. Voilà, donc c'est là le conseil numéro 4. Nous passons au conseil suivant, qui est le conseil 5. Alors, pour le conseil 5, c'est un peu encourageant.
On nous demande de réaliser que les gens veulent que vous réussissiez. Si les gens ont accepté, se sont disposés à venir s'asseoir et vous écouter, ce n'est certainement pas par contrainte. Ils sont curieux, ils veulent que vous soyez intéressant, ils s'attendent à ce que vous leur dites quelque chose qui va les stimuler, quelque chose qui va les informer, peut-être aussi les distraire, mais en tout cas, ils veulent que vous puissiez réussir. Ils sont de votre côté. Donc ne prenez pas votre auditoire pour des adversaires, pour des gens que vous devez mater, pour des gens que vous devez impressionner. Surtout pas. Contentez-vous de présenter votre message, de dire ce que vous avez à dire et dites-vous que l'auditoire est là pour vous. Il peut arriver que certains vous regardent avec des yeux qui vous fassent un peu peur, qui peuvent un peu vous faire tourner les boyaux dans le ventre, mais recherchez dans l'auditoire des personnes qui ont un regard expectatif, c'est-à-dire des regards qui sont dans l'attente, des regards pétillants. Il y a toujours des gens comme ça dans l'auditoire. Donc dites-vous que les gens sont là pour vous. Ça, c'est très important de le savoir. Votre auditoire n'est pas un pool d'adversaires, mais ils sont là pour vous et pour vous. Retrouvons-nous dans le conseil suivant. Pour le 6e conseil, on nous dit de nous concentrer sur le message, pas sur le support, tel que vous le voyez dans votre slide. Détournez votre attention de vos propres angoisses et concentrez-vous sur votre message et votre public. Chaque fois que vous allez vous regarder vous-même, vos faiblesses, vos manquements, parfois pourront jaillir beaucoup plus grandement que vos qualités et vos forces. Donc lorsque vous êtes devant des personnes, lorsque vous êtes en face d'une personne, au passage, la prise de parole en public, ce n'est pas seulement parler devant 3, 4, 5 personnes ou bien 1200 personnes, non. Déjà, lorsque vous conversez avec un proche, avec une personne, c'est déjà une prise de parole en public parce que vous rendez public ce que vous avez au-dedans de vous. Donc, que vous parliez à une personne, que vous parliez à 2 personnes, que vous parliez à 200 personnes, que vous parliez à 400, à 1000 personnes, sachez que vous êtes en train déjà d'exercer la prise de parole en public. C'est déjà l'art oratoire. Donc, les principes qui s'appliquent pour 2 personnes vont simplement se répliquer pour les 1000 et ainsi de suite. Donc lorsque vous êtes devant un auditoire, devant un interlocuteur, ne vous concentrez pas sur vous. Regardez à votre message, pensez à votre message, pensez à votre public, pensez à votre interlocuteur. C'est de l'empathie. Lorsque vous essayez de vous mettre à la place de votre interlocuteur ou à la place de votre auditoire, vous allez facilement trouver les expressions qui vont se marier, qui vont converger avec leur façon de penser. C'est pourquoi il est encore important de connaître son auditoire, tel que nous l'avons dit un peu plus haut. Voilà, donc ça, c'est le 6e conseil qui nous est donné, qui est de nous concentrer sur le message et pas sur le support ou sur nous-mêmes. Le support, c'est-à-dire aussi le papier ou l'ordinateur. Concentrez-vous sur le message. C'est pourquoi il est aussi important de mémoriser, je répète, de mémoriser les grandes lignes ou les grands titres de notre communication. Ainsi, nous serons effectifs, nous serons de bons communicateurs. Alors, un autre conseil, qui est le conseil 7, c'est celui de nous détendre. Vous voyez, dans notre slide, on a un qui est sur le gazon avec des fleurs, il respire, c'est tellement bien. Et l'autre au bord d'une plage, est-ce qu'elle est artificielle, est-ce qu'elle est vraie? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air vraiment de se relaxer. Et donc, lorsque vous devez commencer votre discours devant un auditoire donné, il est important de vous détendre. Cela vous fait gagner du temps et calme vos nerfs. Il faut commencer dans une attitude de paix, parfois même sourire. Faites une pause, souriez et comptez jusqu'à 3 avant de dire quoi que ce soit. Transformez cette énergie nerveuse, ce malaise que vous avez en enthousiasme. Parfois, il vous faudra vous souvenir d'une histoire en rapport avec un membre de l'auditoire que vous avez reconnu
ou si vous avez quelque chose de particulier dans l'environnement qui attire tout le monde, vous pouvez vous accrocher dessus, attirer l'intérêt non seulement de l'auditoire, mais aussi de vous détendre un peu, quoi. C'est important d'être détendu, de commencer une conversation relax. Parce que quand vous êtes stressé, l'auditoire le ressent, ça se ressent. À tout à l'heure dans le prochain slide. Le conseil suivant, celui que nous abordons maintenant, c'est le conseil numéro 8. Il nous est dit dans le slide, c'est visualisez-vous en train de faire votre discours. Imaginez-vous en train de parler, la voix haute, claire et confiante. Visualisez le public applaudir et cela augmentera votre confiance. Le but de ce conseil, c'est à la fin de susciter en vous la confiance. Vous voyez, les émotions peuvent ne pas être communiquées, transmises verbalement, mais je vous assure que votre corps l'exprime de façon même involontaire. Sans que vous puissiez le vouloir, votre corps va envoyer des signaux d'insécurité, des signaux de déstabilisation à votre auditoire et ça va augmenter leur scepticisme, leur doute vous concernant. L'auditoire préfère avoir en face de lui quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui sait ce qu'il a à dire, quelqu'un qui a confiance en lui-même. Et c'est très important. Donc pour cela, visualisez-vous en train de donner un discours. C'est en réalité même que ce mot ne vous effraie pas. Je crois que certains doivent trouver cette expression bizarre, visualisation. Ça peut paraître ésotérique pour certains, mais lorsque vous réfléchissez, lorsque vous vous lancez dans une activité d'imagination, vous visualisez. Les architectes, lorsqu'ils doivent réfléchir, penser comment dessiner le plan de la maison, les gars visualisent. Ils se visualisent en train d'entrer dans un bâtiment à 2 étages, à 3 étages, avec 4, 5 pièces. Ils se voient en train de marcher et ils retranscrivent leur vision ou leur visualisation sur papier simplement. Donc, toute activité mentale qui vise à travailler, à imaginer, à vous projeter, c'est déjà une forme de visualisation. Pour les lecteurs de la Bible, il y a même la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère, vous avez la fermeté que vous allez recevoir, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment peut-on montrer ce qu'on ne voit pas? Vous voyez, c'est un peu, ça embrouille un peu, mais c'est ça. Donc, dans le mental, dans l'esprit de la personne, elle a vu déjà la promesse à l'œuvre et elle y croit tellement que finalement, sur le plan physique, le sujet de son espérance, le sujet de sa foi va être manifeste. Maintenant, la seule différence entre la foi et la visualisation, c'est que la foi est fondée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit, pendant que la visualisation est une activité purement humaine, purement personnelle. Voilà le point de la ligne de démarcation entre les deux. Donc, recherchons la confiance et comment retrouver cette confiance. L'une des clés, c'est de nous visualiser déjà en avance en train de donner un message qui sera accepté par tout le monde. Et pour que le message soit accepté par tout le monde, je devrais réfléchir à bien meubler mon message, à employer de l'humour, à être en harmonie, à être en communion avec mon auditoire. Donc ça supposera que je puisse faire des recherches sur mon auditoire, connaître mon auditoire en avance pour que lorsque je serai devant, je dirai des choses qui résonnent en tout cas dans leur esprit et ainsi nous serons en harmonie. J'aurai confiance, ils seront également satisfaits et heureux de m'avoir écouté. Retrouvons-nous dans le slide suivant pour le 9e conseil. Alors, pour le 9e conseil, nous devons acquérir de l'expérience, c'est-à-dire nous exercer, nous jeter à l'eau. Nous devons bâtir une réputation autour de ce que nous sommes en train de faire. Donc, principalement, votre discours devrait vous représenter en tant qu'autorité et en tant que personne. En tant qu'autorité dans le domaine que vous parlez, les autorités sont des personnes qu'on écoute, des personnes à respecter, des personnes qui donnent la ligne de conduite, des leaders entre guillemets, et la personne c'est vous-même comme un individu. Donc lorsque vous parlez,
Les gens doivent pouvoir trouver de la cohérence entre ce que vous dites et qui vous êtes, la personne qu'elles reconnaissent de vous. Et ça ne peut venir que par la pratique et par la recherche de la cohérence entre son message et sa propre personne. Parlons de cohérence, prenons un exemple. Vous êtes un ivrogne. Bon, je ne dis pas vous, peut-être un autre qui nous écoute. Ou peut-être quelqu'un qui n'est pas ici, en tout cas. Je ne veux pas être vilain. Donc, vous êtes quelqu'un qui est alcoolique. Et vous vous levez, vous commencez à parler des vertus du fait de ne pas consommer de l'alcool, des vertus de la sobriété, de la continence et toutes ces choses. Vous voyez qu'il y a une incohérence entre le message et puis le messager. Donc c'est un peu ça. Je vous parle de la prise de parole en public, mais ça fait plusieurs années, plus de 5 ans, peut-être depuis 2009, 2010, que j'ai commencé à parler en public, à être maître de cérémonie. J'ai eu des faibles commencements, j'ai été très hésitant au début, timide, j'avais beaucoup de manquements, mais avec le temps, je me suis parfait. Je me suis également formé, j'ai suivi des webinaires, j'ai rejoint le Toastmasters, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai répondu présent à des besoins d'auditeurs. Parfois, on arrivait à des événements où il n'y avait personne pour parler, pour présenter, pour faire le MC. Mais voilà, je me jetais à l'eau. Ce n'était pas parfait, c'est vrai, mais au moins, je m'exerçais. En fait, l'expérience renforce la confiance en soi, qui est la clé d'un discours efficace, comme nous avons dit un peu plus en avant. Quand vous avez déjà vaincu, remporté plusieurs batailles, mais les prochaines batailles ne vous effrayeront pas. Vous aurez tellement confiance en vous, pas seulement dans le fait d'avoir gagné, mais dans l'expérience que vous avez acquis du fait de ces batailles. Vous aurez tellement confiance, vous serez en paix en affrontant les prochaines batailles. Donc, la recommandation que je vous donne, ne fouillez plus les occasions de prendre la parole en public. Car l'expérience renforce la confiance en soi qui est la clé d'un discours efficace. Donc, allez-y. Le 10e conseil, qui est le dernier et non exhaustif en tout cas, je vous dis que ce sont juste 10 conseils essentiels que nous avons rassemblés qui peuvent aider à être de meilleurs communicants, prendre de meilleures paroles en public. Donc, gardez les choses simples. Oui, les gens ne sont pas motivés par ce que vous dites. Ils sont motivés par ce qu'ils comprennent. Les gens ne vont pas réagir, les gens ne vont pas vous donner une bonne note juste comme ça, parce que vous êtes beau, peut-être, ou pour toute une autre raison. Ce qu'ils vont apprécier sur votre message, c'est ce qu'ils comprennent. Ils comprendront les choses en fonction de leur cadre de référence, c'est-à-dire de leurs origines, d'où ils viennent. C'est pourquoi il est aussi important de connaître son auditoire afin de pouvoir, je ne veux pas dire convertir, mais de pouvoir adapter le message à ces derniers. Par exemple, j'ai assisté une fois à une réunion, c'était une conférence de presse de notre structure. Il y avait le directeur général, il y avait ses directeurs centraux, des directeurs des organes purement techniques. Il était en face de la presse, donc il fallait que chaque directeur vienne expliquer, donner des grandes lignes des projets de sa direction qui impactaient la nation. Et parmi les directeurs centraux, il y en a un qui s'est levé, qui a pris la parole. Bon, une chose est vraie, sa direction est hyper technique. Gérer les fréquences, les spectres de fréquences et tout, c'est vraiment de la magie, c'est ésotérique à la limite pour certains. Et donc, malheureusement, il employait des expressions purement propres au domaine et les gens étaient perdus. Malheureusement, il n'était pas non plus bref et donc le DG avait dû l'interrompre et synthétiser ce qu'il avait dit en des termes beaucoup plus simples, beaucoup plus digestes, en employant des expressions communes aux journalistes, des illustrations propres au commun de la plupart des personnes et finalement le message était passé. Donc c'est ça. Veillons à l'auditoire qui est en face de nous. Les informaticiens ont souvent cet art, ou les développeurs surtout,
Vous voyez, ils développent des applications et quand il va falloir présenter cela à des utilisateurs qui ne connaissent rien en informatique, certains parmi eux vont commencer à parler de script, vraiment des règles bizarres, étranges qui ne vont pas forcer, intéresser même leur auditoire. Donc, faisons des efforts de garder les choses simples, quitte à synthétiser, à dire les choses essentielles. Ce n'est pas la masse d'informations données, transmises, qui va vous assurer que votre auditoire aura compris votre message. Mais c'est plutôt votre capacité à simplifier ce que vous avez à dire qui pourra vous assurer que oui, l'auditoire comprendra. Lorsqu'on est vraiment technicien, lorsqu'on maîtrise son sujet, on a la capacité de simplifier son sujet, de le dire en des termes simples, de manière à ce que même un enfant de 4 ans, 5 ans soit capable de comprendre et de digérer ce que vous avez à dire. Donc la meilleure façon d'assurer la compréhension du public est de décomposer des idées complexes en éléments simples. Voilà, ne faisons pas souffrir notre auditoire, donnons-lui des éléments simples et ça garantira la réussite de notre prise de parole en public. Merci. Voilà, nous sommes donc arrivés quasiment à la fin de notre partage. Je vais ouvrir la discussion d'un moment à l'autre et je terminerai simplement en vous disant d'être vous-même. Just be you, soyez authentique, soyez vous-même. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui encourage la fausseté, qui encourage les apparences, qui encourage les artifices. On veut faire des choses pour impressionner, pour être vu, pour être applaudi, même si dans la réalité, on n'a pas un fond, on n'a pas un sous-bassement, on n'a pas un message concret à partager au monde. Non, soyons simplement authentiques, soyons nous-mêmes. Et c'est ce que les gens veulent. Lorsque nous avons un auditoire, ce que l'auditoire veut, c'est s'identifier non seulement en nous qui sommes devant pour parler, mais également dans ce que nous avons à dire. Par nos histoires, par nos expériences que nous allons partager, certains vont s'identifier, vont se dire « Ah ouais, mais moi aussi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela ». Et ça peut renforcer à ce que notre message soit capté, à ce que notre message soit compris. L'authenticité, c'est être vrai envers soi-même et être vrai envers les autres. L'authenticité, c'est parfois accepter de faire des erreurs. C'est parfois accepter d'être imparfait vis-à-vis des autres. C'est accepter de ne pas être toujours fort en face des autres. C'est accepter d'être nous-mêmes. Et ça renforce en réalité l'adhésion pour les personnes qui sont vraiment consciencieuses, pour des personnes qui ont vraiment des pensées nobles. Elles vous accepteront tel que vous êtes. Et vous avancerez, vous vous améliorerez avec elles aussi. Donc c'est ça, c'est un appel à l'authenticité pour la prise de parole en public et dans toutes les autres activités que nous faisons. Ok, certains peuvent déjà se dire, quelles sont les perspectives? Oui, bon, les perspectives, il y aura certainement d'autres formations en public de la sorte. Voilà, c'est juste une initiative personnelle et donc il y aura d'autres idées qui pourront se germer. Pourquoi pas des rencontres purement physiques en présentiel, en salle et même webinaire. Tout ça, ça viendra, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc, je commence d'abord avec vous et je suis certain qu'avec vos retours, mes idées pourront aussi se mettre en place. C'était une session gratuite. Oui, je l'ai aussi voulu ainsi, intentionnellement. Mon but n'est pas de récolter l'argent de qui que ce soit, mais j'ai simplement ce souci, cette volonté de partager ce que j'ai avec vous et plus tard, nous allons développer des choses qui nous seront rentables réciproquement. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, j'ouvre la discussion tout à l'heure. Merci de partager vos ressentis. Si vous voulez revenir sur un point particulier ou partager un cas de figure spécifique, mais ensemble, nous allons trouver des moyens de répondre à cela et trouver la satisfaction de tout le monde. À très bientôt. Déjà ici sur WhatsApp, puisque vous avez mon numéro, mais également sur les autres plateformes sociales, à savoir Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, même si je n'y suis pas trop, en recherchant le pseudo @NarcissePK, en un seul mot, NarcissePK. Alors vous me retrouverez et nous allons certainement connecter. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette formation, à cette séance d'échange et à bientôt.